Bonjour à tous, bienvenue dans Parole d'experts, le magazine du logement en Provence, proposé par l'Agence départementale d'information sur le logement des Bouches-du-Rhône, l'ADIL 13, en partenariat avec Gomet. Alors comme vous pouvez le constater, cette émission est enregistrée dans des conditions un peu particulières puisque nous sommes en période de confinement, mais il nous semblait important de continuer à vous informer durant une période justement où le logement, où les questions d'habitat prennent une acuité particulière, alors que les Français sont cantonnés à leur domicile. Alors pour parler des questions sur le logement, quelles sont les situations qui sont les plus préoccupantes, quelles sont les questions que vous vous posez, quelles sont les règles éventuelles qui évoluent en cette période d'état d'urgence sanitaire, nous allons donner la parole bien sûr à l'ADIL avec Thierry Moalic, le directeur de l'ADIL, et puis Audrey Fitoussi, qui est la responsable de la veille juridique à l'ADIL. Ensuite, nous interrogerons deux professionnels du marché. D'abord, les administrateurs, les gestionnaires de biens, avec Jean Berthoz, le président de l'UNIS Provence-Corse. Et puis, nous interrogerons Didier Bertrand, le président de la FNAIM, qui regroupe les agences immobilières du département des Bouches-du-Rhône. Alors, avant d'entamer et de rentrer dans le vif du débat, je vais donner la parole à Thierry Moalic et qui pourrait d'abord peut-être nous rappeler en quelques mots, Thierry, en quoi consistent, quelles sont les principales missions de l'Agence départementale d'information sur le logement. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Alors, la mission de l'ADIL, elle est triple. Nous avons trois métiers. On a un métier qui consiste à informer les particuliers à l'échelle des Bouches-du-Rhône sur toutes les questions du logement. À ce titre, on renseigne 25 000 personnes par an. Et donc sur les questions de location, d'accession à la propriété, d'amélioration de l'habitat, de copropriété, d'urbanisme. Bien entendu, on a dû adapter cette mission pendant la période de confinement. On a un second métier qui consiste à conduire des études et des observatoires pour la puissance publique. Par exemple, nous animons l'observatoire des loyers du parc privé dans les Bouches-du-Rhône. Et enfin, on a un troisième métier qui, bien entendu, est en stand-by actuellement, qui consiste à proposer des formations pour les professionnels de l'habitat. Comment vous vous êtes adapté aujourd'hui à cette situation, puisque, a priori, vous ne pouvez plus recevoir de public, mais vous continuez à répondre aux questions, et il y en a beaucoup. Oui, en fait, on s'est dit que les questions seraient nombreuses. Elles seraient certainement d'ailleurs en lien avec la période de confinement. Et dès le début du confinement, qui nous a été imposé, l'ADIL a mis en place une permanence téléphonique que nous assurons avec une équipe de 10 conseillers juristes et financiers pour répondre aux questions des habitants. Cette permanence téléphonique, elle est assurée en télétravail, donc par les collaborateurs de l'ADIL, du lundi au vendredi et de 9h à 12h30, avec un numéro d'appel qui reste inchangé puisque c'est les 04 96 11 12 00. Voilà comment nous sommes organisés. Alors, vous avez notamment réalisé un fascicule qui répond aux plus fréquentes questions posées par les habitants des Bouches-du-Rhône. Il y en a une cinquantaine, je crois, de foires aux questions. Quelles sont les principales préoccupations aujourd'hui ? Effectivement, après 4 semaines de confinement, on a pu recenser toutes ces questions et on voit que les particuliers ont finalement à peu près tous les mêmes questions. On a des questions qui sont en lien avec les rapports locatifs et notamment en lien avec la diminution des ressources et des revenus des personnes. Donc, ils se posent la question de savoir, par exemple, si des aménagements dans le paiement du loyer peuvent être mis en place ou s'ils peuvent cesser de payer le loyer. On a des questions qui sont liées évidemment au fonctionnement de la copropriété, la tenue d'assemblée générale, la réalisation de travaux. Et on a aussi des questions liées à la vente ou à l'achat de biens, puisque bien entendu, les personnes avaient parfois signé un compromis de vente et se sont posé la question de savoir si la vente pouvait être réalisée définitivement pendant la période de confinement. Toutes ces questions ont été recensées et font l'objet d'une foire aux questions qu'on a mis en forme et qu'on trouve aujourd'hui sur le site de l'ADIL 13. Alors justement, sur ces questions que vous évoquez, les principales, notamment sur le paiement des loyers, est-ce qu'on peut suspendre aujourd'hui le paiement de son loyer en cette période d'état d'urgence sanitaire ? Alors en réalité, non. Le locataire est vraiment obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu, et ça, respectueusement, j'allais dire, du contrat de location et d'une loi, vous savez, qui régit tous les rapports locatifs, c'est la loi du 6 juillet 89.
Et donc, la crise sanitaire, elle ne permet pas de suspendre le paiement du loyer. Et d'ailleurs, aucune mesure n'a été adoptée en ce sens. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a quand même des choses à faire, évidemment, quand on rencontre une difficulté. Et il est conseillé au locataire d'honorer, même s'il est conseillé au locataire d'honorer son paiement du loyer, il doit contacter son bailleur s'il éprouve des difficultés pour évoquer avec lui un report d'échéance ou un échelonnement de sa dette. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des aides exceptionnelles pour aider justement dans cette situation économique difficile pour les ménages? Alors en effet, la métropole et le département des Bouches-du-Rhône viennent de mettre en place une aide exceptionnelle à travers le Fonds de solidarité pour le logement qu'on appelle le FSL, pour accompagner les ménages locataires qui rencontreraient des difficultés pour honorer les loyers. Il s'agit des loyers des mois d'avril et de mai. Et cela, effectivement, quand les personnes ont vécu une rupture ou une diminution de ressources qui est liée effectivement par exemple, à un chômage partiel ou à une autre situation. Et donc, depuis le 17 mars 2020, c'est-à-dire la date de mise en confinement de la population, alors l'aide qui va pouvoir être mobilisée au titre du FSL, elle ne prévoit pas de seuil de diminution de ressources. Il s'agira d'une appréciation au cas par cas. Et pour pouvoir prétendre à cette aide, le quotient familial du ménage va devoir être compris entre 551 € et 1 000 €, alors que le quotient traditionnel dans les aides de droit commun était plutôt inférieur ou égal à 550 €, ce qui signifie que la métropole comme le département ont voulu toucher un public plus large qui était habituellement exclu du Fonds Solidarité Logement. Donc c'est ça qui est à retenir. On va tenir compte d'un quotient familial et d'un calcul, le rapport entre les ressources et le nombre de parts. Ce qui est à noter également pour accéder à cette aide, c'est que le taux d'effort n'est pas pris en compte pour le bénéfice de cette aide. Ça aussi, c'est une exception par rapport au système habituel. C'est une aide exceptionnelle qui est accordée sous forme de subvention, donc c'est un don d'argent. Elle correspond à 60% du loyer ou du loyer résiduel si les ménages sont allocataires d'une aide au logement. Ce dossier de demande d'aide, il est téléchargeable sur les sites de la métropole et du département. Bien entendu, on le trouvera aussi sur le site de l'ADIL 13, www.adil13.org. Pour bénéficier de cette aide et pour son instruction, on n'aura pas besoin de recourir à un travailleur social. Ça aussi, c'est une particularité de ces mesures exceptionnelles. Et une fois renseigné, le dossier doit être adressé à la CAF ou au conseil départemental selon que le demandeur réside soit sur la métropole, soit sur le reste du département. Et ce qu'il faut retenir enfin, c'est que ces demandes pourront être déposées jusqu'au 31 juillet 2020. Merci, c'est plutôt des bonnes nouvelles pour les habitants des Bouches-du-Rhône. Je rappelle que tout à l'heure, juste après, on interrogera les professionnels du marché de l'immobilier, notamment Jean Berthoz qui est avec nous, qui est le président de l'UNIS, les administrateurs de biens, et Didier Bertrand, le président de la FNAIM, les agences immobilières, qui nous font le plaisir d'être avec nous pour débattre de ce confinement et des conséquences sur le marché du logement. Avant de donner la parole à Audrey Fitoussi, qui est juriste et responsable de la veille à la DIL 13, un mot, Thierry Moalik, pour finir sur le nombre aujourd'hui de personnes qui sont confinées. Est-ce qu'on a une idée de la répartition entre ceux qui sont dans des logements et ceux qui sont dans des maisons? Parce qu'on sait que forcément, ceux qui sont dans des appartements, on va dire, c'est toujours plus difficile de vivre une période de la sorte, alors que quand on a un jardin, c'est beaucoup plus agréable, même si pour tout le monde, le confinement est difficile. Est-ce qu'on a ces proportions? Oui, on les a et c'est vrai que c'est important. Tous les sociologues et les économistes regardent aujourd'hui de près ces statistiques parce qu'elles donnent quand même une indication sur le confort ou non dont jouissent les personnes confinées. Dans les Bouches-du-Rhône, on a un peu plus de 600 000 ménages qui sont en appartement. Ça représente 61% des ménages et on a le reste, effectivement, quasiment 40% qui vivent dans des maisons. Et à Marseille, l'écart se creuse beaucoup plus puisqu'on a beaucoup plus d'appartements. À Marseille, 83% des ménages vivent en appartement et 16% des ménages vivent en maison. Donc ça donne une idée des conditions de vie des personnes confinées. Je voulais revenir sur deux aides qui également ont été, j'allais dire, mobilisées
en faveur des locataires qui rencontreraient des difficultés. Et on a notamment les aides d'Action Logement, puisque Action Logement a mis en place une série de mesures au profit des salariés du secteur privé ou agricole qui connaîtraient des difficultés financières pour la période qu'on connaît, pour payer les loyers et même les prêts immobiliers d'ailleurs. Et pour cela, Action Logement propose une cellule d'appui, c'est important, cellule d'appui aux salariés, laquelle va étudier les mesures financières qui sont possibles pour faire face aux difficultés rencontrées. C'est en fait un accompagnement personnalisé et gratuit qu'offre cette plateforme. Et donc, des diagnostics de la situation des personnes vont être proposés. Les salariés, en fait, ils peuvent contacter Action Logement sur le site d'Action Logement, actionlogement.fr, ou par téléphone, puisqu'a été mis en place un numéro surtaxé du lundi au vendredi de 9h à 17h30. C'est le 0970 800 800. Ça, c'est important. Et puis, hier soir, on a entendu une interview du ministre Julien Denormandie, après, en sortant du Conseil des ministres, qui a évoqué effectivement des aides qui pourraient participer à une meilleure solvabilisation des ménages. Ce ne sont pas forcément des aides directement liées au logement, mais elles viennent quand même les aider. On a, vous savez, les ménages au RSA ou qui sont bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique qui pourront bénéficier d'une aide de 150 € et d'un supplément de 100 € par enfant. Et pour les ménages qui ne seraient pas au RSA ou bénéficiaires de l'ASS, ils seront bénéficiaires d'une aide de 100 € par enfant quand ils perçoivent l'aide au logement. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que ce versement sera automatique le 15 mai prochain. Très bien, merci. Effectivement, c'est un rappel utile. On en vient maintenant avec Audrey Fitoussi à quelques questions un peu plus précises sur la vie du logement et comment fonctionnent aujourd'hui les relations, notamment entre locataires et bailleurs. Sur l'état des lieux d'abord, comment on gère aujourd'hui un état des lieux en période de confinement. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors, il faut déjà rappeler qu'il y a toujours 2 moments pour réaliser un état des lieux, à l'entrée du locataire au moment de la remise des clés et à la sortie du logement au moment de la restitution des clés. Compte tenu de la situation que nous rencontrons aujourd'hui, le gouvernement encourage quand même à différer au maximum les emménagements et les déménagements et donc la réalisation des états des lieux. Pour autant, s'il n'est pas possible de les différer, la loi prévoit toujours les 2 modalités classiques pour les réaliser. La première, la réalisation d'un état des lieux amiable et contradictoire entre les parties, sous respect des gestes barrières et de la distanciation sociale d'un mètre. La deuxième solution, c'est de faire appel à un huissier de justice sous réserve de sa disponibilité. Alors, il y aurait aussi une troisième possibilité, c'est celle de privilégier la dématérialisation en privilégiant la visioconférence entre le locataire et le propriétaire, à condition de bien matérialiser par la suite l'accord écrit entre les 2 parties. D'accord. Et est-ce qu'on peut prolonger une sortie prolonger une location alors qu'un état des lieux était fixé et finalement qu'on ne peut pas aujourd'hui sortir du logement comme c'était envisagé? Est-ce qu'il est possible de prolonger un bail de façon ponctuelle? Tout à fait. En fait, si il était prévu que le locataire vienne à quitter le logement et qu'il est dans l'impossibilité de déménager et de quitter le logement, locataire et propriétaire vont pouvoir signer entre eux une convention d'occupation temporaire qui va reprendre les éléments essentiels du contrat et surtout le même montant du loyer et des charges que précédemment. On prévoira bien entendu que cette durée d'occupation est temporaire et liée vraiment au respect du confinement. On a un modèle de convention qui a été rédigé par le réseau des ADIL que l'on peut retrouver bien entendu sur le site internet de l'ADIL. Alors, autre question sur la vie du logement, les assemblées générales de copropriétaires. Comment ça se passe aujourd'hui? Là aussi, il y a des délais à respecter. Là aussi, le calendrier est très perturbé par ces 2 mois de confinement au minimum. Comment on peut reporter? Est-ce qu'il est possible de reporter une AG de copropriétaire, par exemple? Oui, alors déjà, il faut rappeler que l'Assemblée générale doit se réunir au moins une fois par an dans les 6 mois du dernier jour de l'exercice comptable.
Or, beaucoup de copropriétés ont un exercice comptable qui est calqué sur notre année civile et donc beaucoup d'assemblées générales sont censées être tenues entre le mois de janvier et de juin. Donc, beaucoup d'entre elles vont avoir une difficulté à être organisées au vu du confinement. Pour autant, l'ordre du jour d'une assemblée générale, c'est important parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont débattues, notamment le renouvellement d'un contrat de syndic, la question de la validation des comptes de la copropriété ou encore la question de la réalisation de travaux. Donc, c'est important qu'elle se tienne. Donc, la loi Elan, déjà en 2018, permettait aux copropriétés de réaliser ces assemblées générales de façon dématérialisée. On a eu un décret qui est assez récent quand même pour sa mise en œuvre, qui date du 27 juin 2019, qui prévoit que pour pouvoir permettre aujourd'hui la réalisation d'une assemblée générale de façon dématérialisée, en visioconférence ou par tout autre moyen électronique, il faut que les copropriétaires aient voté préalablement dans une autre assemblée générale les moyens et les supports techniques permettant la participation à distance. Donc, sauf pour les copropriétés qui auraient préalablement voté ce principe et les moyens techniques à utiliser, les autres copropriétés vont avoir du mal à réaliser ces assemblées générales de façon dématérialisée. Et du coup, quelle est la solution? Est-ce qu'il y a un report possible du délai de limite? Donc, pour l'instant, les assemblées générales qui ne peuvent pas être organisées de façon dématérialisée sont reportées. Et surtout, l'ordonnance du 25 mars dernier a prévu, pour éviter que les copropriétés ne se retrouvent dépourvues de syndic, elles ont prévu le report dans les mêmes conditions des contrats de syndic en cours jusqu'à la réalisation d'une prochaine assemblée générale qui devrait être tenue dans un délai de 6 mois à l'issue de la fin de l'état d'urgence sanitaire qui est pour l'heure acté au 24 mai. D'accord, 6 mois après ce 24 mai. On demandera à Jean Berthoz après ce qu'il en pense et quelles sont aujourd'hui les copropriétés qui sont équipées notamment en moyens de visioconférence. Dernière question, Audrey, sur ces aspects de dématérialisation. On a appris plutôt une bonne nouvelle que les notaires aujourd'hui peuvent faire signer à distance des actes donc de vente et d'achat. Ça, c'est un vrai changement dû au confinement, c'est ça? Oui, tout à fait. Il faut le rappeler, quand on achète, par exemple, dans l'ancien, c'est un processus d'acquisition qui commence par la signature d'un compromis de vente et qui, 2 à 3 mois après, une fois la levée d'option, il y a la réitération de l'acte par la signature d'un acte définitif de vente. Généralement, c'est même le jour où on remet les clés à l'acquéreur. En principe, la loi prévoit que la réalisation d'un acte authentique de vente ou un acte notarié exige la présence de l'ensemble des parties à l'acte. Donc, pour ne pas, on va dire, paralyser l'activité notariale et donc permettre au projet immobilier d'aboutir, on a un décret récent du 3 avril qui permet de déroger à ces règles et donc les notaires ont effectivement la possibilité d'établir un acte notarié sur support électronique. Alors, il y a des règles à respecter. Il faut que ce système de communication électronique permette l'identification des parties, de respecter l'intégrité et la confidentialité de l'acte, mais surtout permettre de recueillir le consentement réciproque et simultané des parties. Donc, c'est possible, mais encore faut-il que les notaires soient pourvus d'un système le permettant. Alors là aussi, c'est assez récent, le décret date du 3 avril. Est-ce qu'on a déjà un peu de recul? Là aussi, on demandera aux professionnels, notamment à la FNAIM, quel est le retour d'expérience. À la DIL, vous avez déjà des chiffres de transactions réalisées grâce à cette signature électronique? Alors, d'après les éléments que nous avons, 40% des notaires aujourd'hui seraient équipés d'un moyen leur permettant de réaliser ces signatures à distance. Merci. Merci beaucoup Audrey pour tous ces éléments. Maintenant, je vais donner la parole donc aux 2 professionnels du marché qui vont nous faire remonter un peu l'état des lieux 4 semaines après le début du confinement.
D'abord Jean Berthoz, donc, qui est président de l'UNIS Provence-Corse, donc, qui regroupe les administrateurs de biens, à la fois de logements, mais aussi de locaux commerciaux, etc. Bonjour Jean Berthoz. Bonjour Jean-François Hérault. Bienvenue. Alors, dites-nous comment ça se passe aujourd'hui, quelle est la situation dans votre secteur? Avant toute chose, déjà, je voulais remercier Thierry Moalik de cette initiative parce qu'on est dans une situation très anxiogène où les gens ont besoin d'informations et grâce à un média comme le vôtre au niveau de Gomet, vous faites de l'information locale. Et les gens ont besoin d'informations de qualité parce que on se pose beaucoup de questions, on a beaucoup de oui-dire à gauche, à droite. Et si on reste dans cette situation-là, on cultive le côté anxiogène. Merci. Donc, vous me posiez la question au niveau de la mise en place et du fonctionnement des syndics de copropriété et des administrateurs de biens. Ces deux métiers ont dû, dès le 16 mars, réagir tout de suite pour pouvoir faire une continuité de prestation de services. Sur la copropriété, il était nécessaire, dès le premier jour, de pouvoir répondre aux urgences qui arrivent sur la copropriété, de pouvoir gérer l'entretien des copropriétés. Je vais citer deux exemples, mais ça va parler à tout le monde. Dans une copropriété, quand une société fait la sortie des poubelles, il faut que ce soit géré. Si ça n'est pas géré, c'est un drame absolu, immédiat. Au niveau de la gestion locative, si un cumulus lâche, si jamais il y a des travaux de plomberie, un problème de plomberie urgent à réaliser, il faut qu'on puisse réagir et donner les ordres. Comment justement vous vous êtes organisé pour assurer cette continuité de service, cette continuité dans les travaux d'urgence? Comment vous avez géré l'appel aux artisans alors que l'activité est vraiment au ralenti aujourd'hui? Chaque agence l'a fait avec ses moyens. On a été très surpris parce que on a pas surpris, agréablement surpris, je ne sais pas comment dire. C'est que tous les cabinets ont su prendre le virage digital qui a été nécessaire face à cette situation particulière. Alors, les standards téléphoniques n'ont pas été actifs dès le départ, pour certains. Mais par contre, tous ont mis un système web, un traitement des mails de suite pour pouvoir traiter ces urgences. Ce qui a demandé au sein des entreprises une mise en place systématique du télétravail. Et comme on est une prestation de service, il a été beaucoup plus facile pour nous, comparé à d'autres métiers, de réagir et de mettre en place ce télétravail. Alors, sur la vie après du logement, la vie avec les locataires, est-ce qu'il y a des difficultés particulières ou est-ce qu'on évoquait tout à l'heure la situation des locataires qui étaient en passe de sortir d'un logement, qui voudraient prolonger? Est-ce que vous constatez aujourd'hui des difficultés particulières sur ces relations? Alors déjà, on a constaté dès le départ que la notion d'urgence a été requalifiée. C'est-à-dire que les agences ont été sollicitées pour des urgences réelles et sérieuses. Alors c'est pour ça qu'on craint que des petits travaux qui vont être importants et qui vont arriver par la suite reviennent avec un effet boomerang beaucoup plus important et qu'après les entreprises n'aient pas la possibilité d'intervenir face à ce volume-là. Mais les appels se sont diminués et on a été contacté principalement pour les urgences, les grosses urgences. Un mot sur les visioconférences, les assemblées générales, on l'évoquait là aussi tout à l'heure. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des chiffres sur les pratiques aujourd'hui? Là, on est dans un autre secteur. Là, on quitte le domaine de la location pour aller sur le domaine de la copropriété. Comme l'a rappelé justement Audrey Fitoussi juste avant moi, les assemblées générales actuellement, on est tous conscients de ça, ne peuvent pas se tenir. Et quid de ces assemblées générales, de ces assemblées générales qui ne peuvent pas se tenir et qui doivent se tenir dans un délai de 6 mois suite à l'arrêté des comptes.
comment le faire, comment le réaliser. Alors, une solution a été mise en place au niveau de la loi Elan, mais il faut que ce soit précédemment voté par les assemblées générales. Et je peux vous le dire clairement, aucun administrateur de biens a mis en place et a voté précédemment la solution qui permettrait de tenir complètement une assemblée générale par webconférence. Mais qu'ont fait les professionnels avec le télétravail, avec la mise en place des outils digitaux? Les professionnels tiennent des réunions avec les conseils syndicaux, tiennent des réunions avec les copropriétaires, tiennent des réunions avec leurs propriétaires ou si jamais avec les locataires qui, grâce à leur petite caméra de leur téléphone, peuvent montrer là où ça fuit, peuvent montrer là où il y a un problème. Mais pour les assemblées générales de copropriété, le problème que se pose, c'est le côté légal et opposable. Il est clair en l'état que nous ne pourrons clairement reconvoquer les assemblées générales qu'à partir du mois de septembre. On parle du 11 mai, il va y avoir le déconfinement, on va pouvoir se réunir à plus de 10, à partir de quand? Ça, personne ne peut le dire. Donc, on essaye d'être proactif. Au niveau de l'UNIS, on a mis en place un tuto pour essayer d'accompagner les professionnels de l'immobilier pour pouvoir faire signer des feuilles de présence, faire signer des procès-verbaux de manière numérique. Alors certes, juridiquement, c'est pas complètement carré, mais on est dans une situation exceptionnelle. Les copropriétaires, tous les occupants sont demandeurs à ce que ça avance, sinon ils vont être bloqués dans leur projet. Donc on fait des réunions avec eux et ils sont demandeurs et je pense que ça va donner des nouvelles habitudes qui vont être positives pour l'ensemble des acteurs. Voilà, tant mieux, ce serait une bonne nouvelle qu'on ait des nouvelles pratiques positives au sortir de cette crise. Justement, dans la vie des copropriétés, est-ce que vous voyez des changements, notamment, je ne sais pas, dans le lien social, par exemple? Est-ce qu'il y a des nouvelles relations qui s'installent dans les résidences? Alors, il y a une situation qui est très bizarre, c'est-à-dire que chaque occupant vit dans son appartement et dans l'absolu ne peut pas aller dans les parties communes pour échanger avec les autres copropriétaires. Mais propre à l'humain, on a tous besoin de contact. Donc, on constate que les copropriétaires, que les occupants s'appellent l'un l'autre pour savoir s'ils vont bien, pour savoir s'ils ont besoin de quelque chose. Et c'est là où l'on intervient, professionnel, pour les accompagner et structurer ce moyen d'échanger. Quand on fait des webconférences en conseil syndical, on s'aperçoit que ça permet aux copropriétaires de prendre des nouvelles l'un l'autre. On a mis aussi en place une affiche que l'on a envoyée à l'ensemble des conseillers syndicaux parce que nous, les visiteurs d'immeubles ont du mal à se déplacer sur les copropriétés. On connaît tous la raison pourquoi. On a fait une affiche qui est très simple, qui est le principe, c'est tous concernés, tous solidaires. C'est une affiche à double colonne avec les copropriétaires, les occupants qui ont un besoin et les occupants qui peuvent aider ce besoin. Je parle de l'exemple d'une personne qui a besoin d'un traitement médical où on doit aller régulièrement en pharmacie pour le récupérer parce que c'est des produits frais et un occupant qui lui va régulièrement, peut sortir pour faire les courses, peut l'aider. Voilà, et on remarque que les occupants, que cette solidarité est très active au sein des immeubles. Je pense que c'est positif. Je ne sais pas si c'est spécifique à Marseille, à notre côté latin d'échange, mais en tout cas, c'est quelque chose de positif qu'il faudra que l'on garde. Vous, juste pour finir, vous représentez combien aujourd'hui de résidences, de copropriétés UNIS Provence-Corse? L'UNIS, alors Marseille, UNIS Provence-Corse, l'UNIS Marseille-Provence-Corse, on représente 60% des lots gérés par des professionnels. Donc sur Marseille, on a à peu près 13 000 copropriétés, donc on va représenter dans les 6 000 - 7 000 copropriétés sur Marseille. Merci Jean Berthoz. Je vais donner la parole maintenant à Didier Bertrand. Bonjour Didier Bertrand. Bonjour. Vous êtes le président de la FNAIM des Bouches-du-Rhône. Vous rassemblez les agences immobilières. Alors, une question toute simple pour démarrer. Quelle est la conséquence aujourd'hui pour les agences immobilières de cette situation de confinement? Où en est l'activité?
La conséquence, c'est que l'ensemble des agences immobilières sur la France et sur le département sont en pause depuis le 16 mars, donc sont fermées, n'accueillent pas du public. Et c'est normal puisque priorité à la santé de nos clients et des salariés. Ça ne veut pas dire qu'elles sont en pause de travail puisqu'il y a en back-office un certain travail qui est fait, notamment par rapport à tous les dossiers qui étaient en cours et qui continuent et qui aboutissent pour la plupart grâce à l'aide, comme on l'a cité tout à l'heure, des notaires qui, grâce au décret, ont pu maintenant mettre en place la signature des actes authentiques à distance. Sur la situation du marché de la transaction, est-ce que, donc vous dites que l'activité demeure, mais est-ce qu'on peut quand même mesurer la chute? On imagine une chute très importante en termes de transactions, d'activité. Est-ce que vous avez des chiffres, soit locaux, soit nationaux? Alors, ce qu'on observe, c'est que sur les dossiers qui étaient en cours, qui étaient juste au moment d'être signés ou qui étaient enclenchés, il n'y a aucune annulation. Tous les dossiers perdurent. Quand on regarde aussi au niveau des biens qui sont mis en vente, là aussi, il n'y a pas de changement. Quasi aucun vendeur n'a mis en pause son projet de vente. Là où on a une grosse chute, c'est l'intérêt, bien entendu, des acquéreurs pour la matière immobilière en général aujourd'hui, puisque eux ont mis en pause leur projet d'acquisition parce qu'ils ne peuvent pas visiter, bien entendu. Donc, ils continuent à se renseigner. Nos agences, l'ensemble des agences étaient déjà enclenchées dans une notion de numérique et de distance, de visite virtuelle, par exemple, de pouvoir communiquer des dossiers techniques à distance. Donc, tout ça perdure, continue. Mais ensuite, comme il ne peut pas y avoir de visite physique, les nouveaux projets, eux, sont en pause et sont en suspens aujourd'hui. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'agences aujourd'hui qui sont menacées par ce ralentissement, voire parfois par l'arrêt complet de l'activité ou la fermeture? Alors, c'est une bonne question parce que nous sommes des métiers de service et des métiers de service au long cours. Et donc, nous avons fait à la FNAIM une enquête sur l'ensemble de nos adhérents, donc qui représente un peu plus de la moitié des agences en France. Donc, ça représente 10 000 agences. Sur ces 10 000 agences, 20%, un peu plus de 20% ont répondu. Donc, c'est vraiment représentatif, les chiffres que je vais vous annoncer, et qu'on a communiqué, bien entendu, au gouvernement et au ministre du Logement. 38% des agences ont une trésorerie qui n'excède pas 30 jours. Et 36% ont une trésorerie qui est comprise entre 30 et 60 jours. Ça représente quoi? Ça représente sur l'ensemble du territoire national 3 000 agences qui sont aujourd'hui en péril, 20 000 emplois qui sont menacés. Et sur notre département, c'est à peu près 400 agences qui sont en difficulté. Et ça représente entre 2 500 et 3 000 emplois qui sont menacés à très court terme. Et les mesures d'aide gouvernementale, notamment le prêt taux garanti, des choses comme ça, l'activité chômage partiel, les aides de trésorerie, pour vous, elles ne suffiront pas ou elles peuvent suffire à passer cette étape? Alors, tout ça est très bien et on a travaillé main dans la main avec le gouvernement et on les a remerciés pour toutes ces aides qui ont été immédiatement annoncées. La difficulté aujourd'hui est la mise en place sur le terrain avec un certain délai. Et comme je vous le disais, quand on a 38% des agences qui n'ont pas plus de 30 jours devant eux, chaque jour compte et c'est là où on est un petit peu plus inquiet. Alors, au-delà de l'impact sur l'activité, pendant cette période, comment, au sortir de cette crise, vous voyez le marché? Est-ce que vous êtes inquiet pour le niveau de transaction? Est-ce que vous pensez que ça va freiner le marché ou qu'au contraire, il peut y avoir un retour ou en tous les cas un attrait renouvelé pour la pierre, puisqu'on voit que forcément en confinement, le logement devient une valeur plus que refuge, une valeur essentielle. Donc, quelles sont les conséquences que vous imaginez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, dans les analyses, ce qu'il faut observer tout d'abord, et qu'il faut rappeler, c'est qu'on est face à une crise sanitaire. On n'est absolument pas face à une crise immobilière, contrairement à ce qu'on avait déjà vécu par le passé. Ensuite, comme vous le dites, les fondamentaux, ils demeurent. Et le premier fondamental, l'essentiel, c'est cette valeur refuge. Il est symbolique de constater qu'aujourd'hui, nous sommes confinés
dans notre valeur refuge. Et on se rend compte de cette importance et on se rend compte de la qualité ou pas de cette valeur refuge. Et là, à la sortie, nous supposons tous qu'il va y avoir un certain nombre de nos concitoyens qui vont se rendre compte que leur domicile était bien ou était moins bien. Et donc, ça va provoquer certains changements, on suppose, à ce niveau-là. Ensuite, ce vers quoi on va aller, c'est vraisemblablement un marché du besoin, c'est-à-dire une obligation de vendre ou d'acheter. Ce qu'on appelle le marché de confort, lui, va être pendant plusieurs mois mis en stand-by. Je suis obligé de vendre ou d'acheter parce que je suis muté, parce que je suis un jeune couple, j'étais dans un studio et j'accueille des triplés, parce que il y a une succession ou un décès dans ma famille. Et donc, je suis obligé de venir sur ce marché. Si on peut se référer, la seule comparaison relativement récente que l'on peut prendre, c'est la crise de 2008-2011. Qu'est-ce qu'on avait observé à cette époque-là? On avait eu une chute des volumes de 25%. Donc, le nombre de transactions avait diminué de 25%. Donc, on peut imaginer de toute façon, naturellement, ayant été confiné et n'ayant eu quasi aucune transaction pendant 2 mois, sur 12 mois déjà, on a au minimum cette chute-là. Et puis ensuite, au niveau des prix, mais ce n'était valable que sur les territoires qui étaient sur des prix tendus, il y avait eu une baisse des prix de l'ordre de 8%. C'est pas le cas de notre territoire, on n'est pas sur des prix tendus. On risque effectivement d'avoir un ajustement, mais en tout cas, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on ne constate pas de vendeurs qui disent tout d'un coup non, je ne veux plus vendre à cause de ça. Pour finir sur cette question, tout va dépendre, et là, il faut surtout se garder d'être devin et raison garder, tout va dépendre des modalités et de la rapidité du déconfinement. C'est-à-dire l'équilibre qui va demeurer ou pas entre les vendeurs et les acheteurs, la durée de sortie de la crise, l'évolution du chômage et le pouvoir d'achat qu'il va y avoir derrière, et puis l'accès au crédit et le comportement des taux d'intérêt. Sur cette question des taux d'intérêt, quelle est votre vision? On s'aperçoit là déjà que les taux remontent légèrement, mais est-ce que ce n'est pas un mouvement qui risque de s'accélérer au fil des mois? Effectivement, les taux remontent aujourd'hui en moyenne, on constate de 0,25%. Selon les banques, c'est plus 0,05% à plus 0,70. Il y a eu un pic de 0,70. Qu'est-ce qui se passe? C'est simplement que les banques, elles anticipent leurs conditions de refinancement. Mais deux constats. Premièrement, c'est que le Haut Conseil de stabilité financière avait déjà, en début d'année, fin d'année dernière et début de cette année, mis en garde les banques par rapport à leurs conditions d'octroi des crédits. Et ça avait mis de côté un petit peu certains primo-accédants et certains foyers, notamment locataires, qui étaient un peu tendus au niveau de leur pouvoir d'achat et qui, ayant eu des taux d'intérêt extrêmement bas, avaient vu qu'il était plus intéressant pour eux d'acheter que de continuer à louer. Et donc, on est face à cette situation et on observe aussi que la demande entre avril 2019 et avril 2020 au 16 avril 2020, demande de prêt auprès des banques a baissé de 72%. Donc là aussi, un peu comme les acquéreurs, ce n'est pas la priorité aujourd'hui de nos concitoyens. Très bien, merci pour ce tour d'horizon, Didier Bertrand. Je vais donner à nouveau la parole à Thierry Moalik pour une conclusion. Thierry, que vous inspire ce tour d'horizon du marché à travers le regard des professionnels? Finalement, est-ce que ce confinement peut déboucher sur des bonnes nouvelles, des nouvelles pratiques et une approche peut-être plus directe du logement et d'une relation renouvelée entre locataires et bailleurs? Alors moi, je dirais que cette période de confinement, elle nous aura appris peut-être à mieux dialoguer entre nous, c'est-à-dire entre spécialistes du logement. Et moi, je plaide depuis toujours, et la crise sanitaire le démontre, je plaide pour la nécessité d'un meilleur dialogue et d'un bon dialogue entre la sphère publique des décideurs et les professionnels de l'immobilier. Si l'ADIL peut y contribuer, comme on essaye de le faire, ça sera très bien. Effectivement, il y a la relation entre, je veux dire, les habitants et les professionnels de l'immobilier. Et on voit que
les moyens modernes, la digitalisation des choses, la numérisation des moyens, elle est, j'allais dire, amplifiée par cette crise. Il ne faudra pas oublier, j'allais dire, ces nouveaux modes d'échanger dans le futur, parce que finalement, c'est à la fois du gain de temps, mais probablement aussi un effet considérable d'amélioration de l'environnement. Je crois que ça, c'est un point qu'il faut avoir en tête. Nous, à la DIL, forcément, on est un outil d'information, donc il faut qu'on soit bon pendant cette période et après. D'où, et je le rappelle, la mise en place de cette permanence téléphonique tous les matins. Les particuliers peuvent continuer à nous appeler. D'où également cette foire aux questions qui recense finalement à peu près tous les cas de figure que peuvent rencontrer les particuliers et pour lesquels on se doit de leur apporter des réponses fiables. J'ai bien entendu la qualité aussi des réponses de Jean Berthoz et de Didier Bertrand. On est exactement sur la même longueur d'onde. Les particuliers doivent être sécurisés dans leur démarche actuelle et à venir. Et je dirais que, peut-être pour terminer, pour ceux qui souhaitent être très informés, il suffit de nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci Thierry. On en profite d'ailleurs pour rappeler en bas de votre écran les adresses des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et puis l'adresse du site internet adil13.org. C'est là que l'on retrouve notamment la foire aux questions qui est régulièrement actualisée en cette période d'état d'urgence sanitaire. On sait que l'évolution législative, les nouvelles ordonnances sont nombreuses et il est important de pouvoir accéder à cette information actualisée sur le site de la DIL. Les conseillers, juristes et financiers de la DIL sont aussi à votre disposition. Ils restent à votre disposition par téléphone le matin de 9h à 12h30 en cette période de confinement. Voilà, merci à tous. Cette émission se termine. On espère vous retrouver dans des conditions un peu plus normales pour le prochain numéro de Parole d'expert, le magazine du logement en Provence. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Merci, à bientôt.